Bonjour à tous, donc nous sommes ravis de vous accueillir à cette 3e édition de la Journée nationale de l'accès au droit, célébrée cette année le 25 mai. Donc c'est une journée qui a été créée récemment par le ministère de la Justice et qui a vocation de faire connaître aux Français les CDAD, les points justice, ainsi que toutes les actions qu'ils mènent. Alors, que sont les points justice ou CDAD? Donc, ce sont des conseils départementaux de l'accès au droit qui sont présents dans chaque département du territoire français et qui sont rattachés au ministère de la Justice. Donc, ils sont dirigés par des conseils d'administration au sein desquels sont représentés l'État, les conseils départementaux, les différents ordres professionnels, les associations, les villes, etc. Et ils sont présidés par les présidents des tribunaux de leur ressort. Donc leur mission consiste à recenser, impulser et coordonner des actions pour favoriser l'accès aux droits de tous et notamment des personnes les plus vulnérables. Donc très concrètement, ils permettent à chaque citoyen, dans quelque département qu'il se trouve, et s'il fait face à des interrogations ou des problématiques d'ordre juridique, de contacter un point justice pour trouver des réponses donc, face à leurs difficultés. Donc en Loir-et-Cher, les habitants peuvent contacter nos différents points justice que sont la Maison de justice et du droit de Blois, les points d'accès au droit de Romorantin, Lanthenay et de Vendôme, ainsi que le relais d'accès au droit du tribunal judiciaire de Blois. Et donc dans ces structures, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous gratuits avec des professionnels du droit, des associations, des bénévoles qui pourront les conseiller et les accompagner. Donc pour plus d'informations sur les CDAD, sur le CDAD 41, ainsi que tous les points justice de Loir-et-Cher, je vous invite à consulter notre site internet cdad41.org. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une table ronde pour cette journée nationale. Pourquoi avoir fait le choix de cette thématique? Donc, je rappelle nos thématiques. Donc, c'est un nouveau code pénal pour les mineurs, décryptage. Donc, on a choisi de vous présenter ce nouveau code de la justice pénale des mineurs, puisqu'il entrera en vigueur en septembre 2021 et qu'il va profondément réformer ce domaine du droit. Donc, je vais maintenant laisser la parole au président du CDAD 41 et également président du tribunal judiciaire de Blois, M. Dacosta Roma. Merci à Séverine Luge d'avoir participé à l'animation et à la préparation, à l'organisation de cette journée nationale d'accès au droit. Merci également à tous les participants, à tous les intervenants qui ont accepté très aimablement de contribuer à ce sujet, à cette journée nationale qui a pour thème cette année le nouveau code pénal pour les mineurs. Je remercie à la fois les magistrats présents du parquet et Madame Rapin, juge des enfants. Je remercie également Maître Axanet qui représente les avocats du barreau de Blois, ainsi que les représentants des forces de l'ordre, du commissariat de police, mais également des militaires de gendarmerie, ainsi que Madame Vaden qui représente aujourd'hui la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Pardon. Merci en tout cas à chacun d'entre vous et donc on va pouvoir débuter cette table ronde. Monsieur Dacosta Roma, donc je vais vous adresser la première question. Donc, quelles sont, selon vous, les raisons ayant conduit à réformer cette justice pénale des mineurs et l'ordonnance de 1945? Thème très intéressant aujourd'hui, un nouveau code pénal pour les mineurs, décryptage. Quelles sont les raisons qui ont conduit à réformer la justice pénale des mineurs et l'ordonnance de 1945 en particulier? Quelques mots de rétrospective tout d'abord pour rappeler que la France a fait le choix, après la Seconde Guerre mondiale, par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de mettre en place une justice spécifique pour les mineurs en danger et pour les mineurs délinquants. Cette justice spécifique s'est construite à l'époque autour de 3 principes dont le Conseil constitutionnel a consacré la valeur en 2002, l'atténuation de la responsabilité du mineur, le jugement par une juridiction spécialisée et la primauté de la réponse éducative sur la réponse répressive. La difficulté aujourd'hui, et le constat qui est fait par tous les acteurs, est celui d'une inadaptation désormais de cette ordonnance. Cette ordonnance
a été modifiée à 40 reprises depuis son entrée en vigueur. Elle a perdu, c'est un constat partagé par tous, elle a perdu de sa cohérence au fil des réformes et des alternances politiques. Le constat qui est fait, c'est aussi celui d'une modification de la délinquance des mineurs, avec une modification des mineurs, tout simplement, qui aujourd'hui, en 2021, ne sont plus ceux qu'ils étaient en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une aggravation de cette délinquance avec des formes de plus en plus graves, notamment la participation de mineurs à des formes de délinquance organisée. Et le constat également que la procédure prévue pour les mineurs délinquants est une procédure longue, complexe, qui manque désormais de cohérence, avec de nombreux renvois au code pénal et au code de procédure pénale, et qui font que même les professionnels de la justice, les juges des enfants, les avocats, la protection judiciaire de la jeunesse, les enquêteurs s'y perdent désormais pour comprendre quelles sont les procédures applicables aux mineurs délinquants. Alors, fort de ce constat, c'est Madame Belloubet, précédente garde des Sceaux, qui a pris la décision, à travers la loi de programmation sur la justice 2018-2022, d'ouvrir ce chantier qui était un peu un serpent de mer, qui revenait régulièrement dans les discussions. Et ce chantier a fini par aboutir à une loi votée en 2019 qui a posé la volonté de modifier et de compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs dans le respect des principes constitutionnels que j'ai rappelés, qui lui sont applicables, et des conventions internationales. 4 objectifs assignés à cette réforme: simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, accélérer leur jugement pour qu'ils soient statués rapidement sur leur culpabilité, renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine, notamment pour les récidivistes ou pour les mineurs en état de réitération, et améliorer la prise en compte des victimes des mineurs délinquants. Et dans cette même loi de 2019 a été posé le fait que cette refonte du droit des mineurs délinquants serait faite dans le cadre d'une organisation et d'un code de la justice pénale des mineurs. Ce nouveau code de la justice pénale des mineurs, il procède à plusieurs avancées majeures, avec désormais une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Et il met en place, surtout, on va en parler lors de cette table ronde, il met en place une procédure simple, plus rapide, plus lisible pour tous les mineurs. Elle permet également, cette nouvelle procédure, une indemnisation plus rapide de la victime d'une infraction commise par un mineur, et elle limite également le recours à la détention provisoire. Donc c'est une révolution, mais en tout cas c'est une avancée majeure, avec la volonté de mettre en place un droit beaucoup plus compréhensible, lisible, et qui permette à la justice des mineurs délinquants d'être plus efficace qu'elle ne l'était avant cela. Madame Asselsfeyer, donc vous êtes brigadier-chef à la Sûreté urbaine de Vendôme, donc la direction départementale de la sécurité publique 41. Est-ce que vous pouvez nous présenter des données chiffrées illustrant la délinquance des mineurs en 2020 ? Alors oui, on note une nette progression par rapport à 2019 de la délinquance mineure concernant les atteintes aux biens. On est passé de 35,54% à 39%. Ça équivaut environ à 133 mineurs mis en cause pour des atteintes aux biens en 2020. Concernant les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes, là par contre on note une diminution. On avait en 2019 26,46% de mineurs délinquants sur la globalité de la délinquance concernant ces infractions. Et en 2020, nous avons 23,19%. Ça équivaut à 93 mineurs entendus pour cette infraction. Concernant les infractions d'escroquerie, infractions économiques et financières, on a également une diminution. En 2020, nous n'avions que 4,30% de la délinquance mineure sur cette infraction. Ça équivaut à 4 mineurs, quoi. Enfin, c'est vraiment pas énorme sur l'année 2020. Et concernant les autres infractions,
Nous avons 22,54% de la délinquance. Les autres infractions, on peut considérer la consommation de stupéfiants, le port d'armes, ces petites infractions-là. Nous avions 78 mineurs qui ont été entendus pour celle-ci. Donc c'est également en baisse par rapport à 2019 où on avait 29,3% de mineurs mis en cause pour ces autres infractions. Je vous remercie. Donc, j'ai laissé la parole à Monsieur Le Breton, capitaine et commandant second de la compagnie de gendarmerie de Blois, pour compléter ces données chiffrées. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les chiffres des délinquances des mineurs concernant le groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher. Donc déjà, je précise que on n'a pas de différence de catégorie d'âge. Donc pour nous, les mineurs, c'est tous moins de 18 ans. Je n'ai pas pu différencier entre les moins de 13 ans, moins de 16 ans. Ils sont tous forcément moins de 18 ans. Et ça concerne les auditions des personnes qui sont mises en cause ou soupçonnées, mais on n'a aucune corrélation avec les suites judiciaires. Ce sont vraiment que les personnes entendues. Et je n'ai aucune connaissance des suites judiciaires concernant les personnes, les chiffres que je vais vous donner. Donc nous, on n'a pas d'augmentation. En 2020, les mineurs délinquants auditionnés dans les locaux de la gendarmerie représentent 14,25% des faits, des auteurs, pardon, et ça correspond à 397 mineurs. Donc sur les 6 dernières années, le pourcentage est stable, c'est toujours entre 14 et 16%. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais détailler les atteintes aux biens, les violences et les infractions sur les stupéfiants. Donc les atteintes aux biens, donc ça comprend les cambriolages, les vols. Donc nous, on a 137 mineurs qui ont été mis en cause et entendus, ce qui représente 25% des auteurs. Par contre, les mineurs sont beaucoup plus impliqués dans les vols liés aux véhicules et aux deux roues. Ça représente 43,59%. Concernant les violences, donc c'est 14,40% l'année dernière, ça correspond à 149 mineurs auditionnés, donc c'est en baisse. Donc en général, on est entre 16 et 21% l'année dernière, donc 14,40. Donc c'était un peu en baisse. Et aussi, donc une grosse baisse, c'est concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Seuls 36 mineurs ont été auditionnés, ça correspond à 14%. Donc est-ce que c'est lié au Covid? Parce que l'année d'avant, on était à 62 auditions. Donc pour conclure, c'est quand même assez stable sur les 6 dernières années, on est entre 14 et 16%. Je vous remercie. Donc le Code de la justice pénale des mineurs va donc entrer en vigueur le 30 septembre 2021. Madame Rapin, vous êtes juge des enfants au tribunal judiciaire de Blois. Quels sont, selon vous, ses principaux apports? Alors, bonjour à tous. Les principaux apports de la réforme. Alors, tout d'abord, préciser que les grands principes qui nous orientent tout au long de la procédure pénale des mineurs restent les mêmes. Toujours primauté de l'éducatif sur le répressif et toujours une spécialisation des juridictions. Le premier des apports, et c'est celui qui est sur lequel on a le plus communiqué depuis l'annonce de la réforme, c'est les délais qui vont maintenant être imposés. Et c'est une vraie nouveauté, des délais pour statuer. Plus concrètement, à partir de notre saisine, maintenant, nous aurons 3 mois pour tenir une audience pour examiner la culpabilité, donc déterminer s'il y a assez d'éléments ou pas pour déclarer un mineur coupable ou pas. Ensuite, à partir de cette audience, une seconde audience va intervenir si la culpabilité est retenue dans un nouveau délai de 6 à 9 mois, cette fois pour envisager le prononcé de la sanction. Donc au total, nous aurons un délai maximal de 1 an entre notre saisine et la réponse, ce qui change considérablement la pratique actuelle, puisque, alors c'est pas une volonté, mais la charge de l'activité, le manque de moyens dans les juridictions font effectivement qu'actuellement les délais sont trop longs et on en arrive dans certaines juridictions à plusieurs années après la commission des faits, ce qui rend peu lisible et peu compréhensible la réponse pénale pour les mineurs qui évolue beaucoup à cet âge du développement, donc la réponse arrive bien trop tard. Donc c'est le premier rapport véritablement qui va changer nos pratiques
et nos pratiques à tous, que ce soit les forces de l'ordre pour communiquer les dossiers, le parquet pour saisir la juridiction, donner les réponses, les orientations, nous, au niveau de la juridiction avec le greffe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc voilà, c'est le principal changement. Ensuite, l'autre apport de la réforme, c'est une restructuration du parcours pénal avec un changement véritable de logique, où on a une généralisation de la césure du procès pénal. Une césure du procès pénal, c'est un premier stade sur la culpabilité, un second stade sur la sanction, alors que jusqu'alors, nous avions une toute autre organisation. Jusqu'à présent, le juge des enfants avait la casquette de juge d'instruction. Donc la première des étapes, c'était l'interrogatoire de première comparution, donc déterminer s'il y avait assez de charges ou pas pour mettre en examen le mineur. Ce qui ouvrait une première étape d'instruction avec, à l'issue, une audience qui statuait sur la culpabilité et sur la sanction. Donc tout était regroupé. La réforme entraîne une suppression de cette phase d'instruction et donc une scission de la seconde phase, jusqu'alors culpabilité et sanction. Concrètement, ce qui va changer, alors le juge des enfants faisait peu d'actes d'instruction, pas du tout comme un juge d'instruction au niveau des majeurs. C'était très ponctuel et cette phase d'instruction visait plutôt à creuser la personnalité du mineur et engager déjà un travail éducatif avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc cette phase d'instruction est supprimée. Désormais, à partir du jugement sur la culpabilité, nous avons une phase de mise à l'épreuve éducative. Et c'est cette phase qui est maintenant le cœur de l'intervention des juridictions et des professionnels, où l'idée est de mettre soit un suivi éducatif, soit des mesures d'investigation sur la personnalité, soit des mesures coercitives avec un contrôle judiciaire, etc. Et le but est donc de tout travailler à partir de cette phase-là. L'idée, c'est qu'au moment de la sanction, on prendra en compte évidemment la gravité des faits, mais aussi l'évolution du mineur entre-temps, le travail mené, le respect ou pas des obligations, des interdictions, etc. On a donc une vraie continuité parce que désormais, avec cette procédure, c'est le même juge, normalement, autant que possible, qui va intervenir au stade de la culpabilité et au stade de la sanction, ce qui n'était pas possible jusqu'alors pour l'impartialité et toutes les raisons liées à l'instruction. Le mineur va donc avoir une réponse très rapide sur sa culpabilité et va tout de suite pouvoir se projeter sur la sanction puisque la date de la deuxième audience va tout de suite être donnée, ce qui rend beaucoup plus lisible aussi pour lui le suivi et la procédure, et aussi pour nous avec les objectifs, etc., au niveau des suivis. Le grand apport de cette organisation, c'est une vraie adaptation aux mineurs, de façon individuelle. Jusqu'à présent, le dossier, c'était un dossier qui entraînait une audience, un dossier qui pouvait concerner 3 mineurs différents. Maintenant, l'audience va concerner un seul mineur, c'est-à-dire qu'un seul dossier va pouvoir entraîner plusieurs audiences selon le mineur. Si par exemple un mineur a besoin de plus d'accompagnement ou l'accompagnement se passe difficilement et donc va être allongé, eh bien il aura une date décalée par rapport à un autre. Voilà. Donc c'est vraiment de l'individualisation. Ce qui nous permet une grande souplesse, mais ce qui va aussi demander donc un vrai changement de notre organisation et de notre logique au niveau interne. Le dernier apport, de la réforme, mais je ne vais pas en dire beaucoup parce que ça va être évoqué plus tard par Madame Waden, de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est des changements au niveau de la réponse pénale, avec une réduction claire des réponses différentes qui pouvaient exister jusqu'alors. L'idée, c'est plus de lisibilité, avec une suppression de certaines catégories, par exemple la sanction éducative, et une centralisation des mesures éducatives, où là, tout va être regroupé dans la mesure éducative judiciaire, qui va être en fait maintenant la mesure phare qui va nous permettre de tout moduler. Voilà. Une question maintenant pour Madame Malbaud, substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Blois. Donc l'article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs ou CJPM introduit une présomption de non-discernement pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. Cela veut-il dire que les mineurs de moins de 13 ans qui auront commis un acte de délinquance ne seront jamais poursuivis? Et comment cela se déroulera-t-il concrètement?
Alors, il faut savoir que l'ordonnance de 1945 ne prévoyait pas clairement, en fait, la fixation d'un âge de la responsabilité pénale, contrairement à d'autres législations étrangères, ce qui a nourri, en fait, des discussions sur le principe même de la responsabilité pénale des mineurs. Donc là, le Code de la justice pénale des mineurs a voulu mettre fin à cette difficulté. Donc l'article L 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit désormais que les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, c'est-à-dire que des poursuites ne peuvent pas être engagées contre eux, il n'y aura pas de sanctions par rapport aux actes commis, mais ça reste une présomption, et cette présomption, elle peut être renversée. Alors l'acte, j'allais dire, phare qui permettra de renverser cette présomption, c'est l'expertise psychiatrique, donc un expert psychiatre qui sera capable d'expliquer que ce mineur de moins de 13 ans était discernant, et donc le juge des enfants pourra dans ce cas-là, statuer sur sa responsabilité pénale. L'apport également du Code de la justice pénale des mineurs, c'est la définition qui a été donnée d'un mineur capable de discernement, et ça c'est un véritable apport. Et la définition, c'est un mineur qui a compris et voulu son acte, et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Et ça c'est un véritable apport de cette réforme. On continue avec vous, Madame Malbaud, je vous remercie. Donc l'un des principaux apports de ce code est la nouvelle procédure qui sera accélérée et simplifiée. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette nouvelle procédure et les changements que cela impliquera concernant le parquet ? Alors pour le parquet, c'est surtout la manière de saisir le juge des enfants à la suite de la commission des faits et de l'enquête qui aura été réalisée. Là aujourd'hui, le parquet a plusieurs façons en fait de saisir le juge des enfants. Il peut saisir le juge des enfants en vue d'une mise en examen, d'un jugement en chambre du conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge des enfants, ou de saisir le juge des enfants dans le cadre d'une audience devant le tribunal pour enfants avec un juge des enfants et des assesseurs. Là, aujourd'hui, avec le nouveau code, il n'y aura qu'une seule forme de saisine devant le juge des enfants pour un jugement sur la culpabilité. Donc, on n'a plus cette complexité au niveau des multiples modes de saisine. Il n'y a plus qu'un seul mode, et c'est cette convocation devant le juge des enfants en vue de statuer sur la culpabilité. Donc, le mineur sera déclaré ou non coupable, et ensuite, il pourra y avoir la mise en place d'un suivi. Là où il y a également un changement pour le parquet, c'est l'accélération en fait dans la saisine du juge des enfants, puisqu'avant il n'y avait pas de délai. Là maintenant, on a un délai qui est fixé par le Code de la justice pénale des mineurs, donc ce qui va favoriser l'accélération des procédures sur ce point-là. Et donc le délai qui a été fixé, c'est entre 10 jours et 3 mois. Donc c'est les deux principaux points qui vont concerner le parquet. Je vous remercie. Monsieur D'Acosta, Roma, si vous voulez compléter pour ce qui concerne les juges du siège et la phase de jugement. Je vous remercie. Alors cette procédure accélérée est vraiment l'un des principaux apports de cette réforme. Il y a véritablement une volonté de couper avec la procédure antérieure. De quoi parle-t-on ? On parle d'une procédure, celle résultant de l'ordonnance de 1945, qui était longue et qui surtout n'était pas encadrée par des délais. Pendant la procédure, cela a pour conséquence le fait que le mineur ne connaît ni la date de jugement, ni même la juridiction devant laquelle il comparaîtra, à savoir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Et le mineur se trouve dans la situation de devoir respecter des mesures sans pouvoir véritablement se projeter concrètement dans des échéances et sans connaître la durée des mesures. Pour illustrer mon propos, il faut savoir que dans une procédure avec instruction devant le juge des enfants à l'heure actuelle, la procédure entre la première convocation faite à l'initiative du procureur puis le jugement sur la culpabilité, sur la sanction, a une durée approximative de 18 mois. Donc c'est vraiment une durée qui est très importante, c'est une durée moyenne bien évidemment, mais qui reflète assez bien le fait que nous sommes en présence d'une procédure longue. Donc la volonté est tout autre désormais, cela a été dit, désormais des délais sont clairs. Le principe reste que le procureur convoque le mineur devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge des enfants, mais le procureur peut aussi
faire convoquer le mineur pour l'audience sur la culpabilité devant le tribunal pour enfants si la situation le justifie, notamment si la gravité des faits le justifie. Donc les délais sont stricts, la décision sur la culpabilité devra intervenir impérativement dans un délai minimum de 10 jours, maximum de 3 mois. S'ouvre ensuite, après cette décision sur la culpabilité, cette période de mise à l'épreuve qui va permettre au juge des enfants ou au tribunal pour enfants de recueillir un maximum d'informations sur la situation du mineur, qui va aussi permettre éventuellement d'appliquer des mesures de sûreté, un contrôle judiciaire ou d'autres mesures éducatives jusqu'à cette décision sur la sanction qui devra intervenir dans un délai de 6 à 9 mois. Ce qui est important, c'est que pour les juges, lorsqu'ils décideront, ils se prononceront sur la culpabilité du mineur, le mineur ressortira de l'audience avec la date de la prochaine audience à laquelle la sanction sera prise. C'est vraiment un changement majeur et qui permettra aux mineurs d'être plus structurés, de savoir exactement quelles seront les différentes étapes pour laquelle sa situation sera examinée. Ce qui est important aussi, et pour compléter, pour finir sur l'accélération de la procédure, cette procédure accélérée, la loi garde la possibilité de prévoir une seule audience sur la culpabilité et sur la sanction. Alors, il y a des conditions pour cela. C'est uniquement pour certaines infractions, pas pour tous les mineurs, c'est notamment pas prévu pour les mineurs de moins de 13 ans. Et il faut surtout, c'est une condition impérative, que le mineur ait déjà un antécédent, une mesure éducative, une mesure de sûreté ou une déclaration de culpabilité. Sous ces conditions-là, le juge des enfants pourra prononcer à la même audience se prononcer sur la culpabilité puis sur la sanction dans les délais qui ont été rappelés, à savoir 10 jours minimum, 3 mois. Donc on est véritablement dans une volonté d'apporter, de faire en sorte que la justice puisse apporter à l'acte de délinquance une réponse beaucoup plus rapide. Je vous remercie. Et enfin, donc, concernant la représentation et la défense des mineurs, qu'ils soient victimes ou auteurs, je vais maintenant laisser la parole à Maître Axanet, qui est avocate au barreau de Blois. Oui, bonjour à tous. Alors, en ce qui concerne effectivement les apports de cette nouvelle réforme par rapport effectivement aux mineurs et notamment à l'accélération et la simplification de la procédure, j'ai d'emblée envie de penser qu'effectivement quand on nous parle de simplification, généralement le législateur nous mène en bateau parce que c'est toujours un peu plus compliqué en réalité et en pratique que ce qui est envisagé et annoncé. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'avoir en tout cas un peu d'espoir en ce qui concerne cette réforme, parce qu'elle se veut en tout cas salvatrice et surtout protectrice des mineurs. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la procédure qui concerne en tout cas les mineurs devant le tribunal pour enfants, en tout cas devant le juge des enfants, est trop longue. Elle est trop longue et ça pose des difficultés en ce qui concerne l'appréciation, la compréhension de la réponse pénale qui est apportée et qui est apportée dans un délai aujourd'hui qui ne permet pas effectivement aux mineurs d'appréhender vraiment son comportement et en tout cas de comprendre son passage à l'acte et de faire un travail sur ce qu'il a pu faire. Alors, jusqu'à présent, effectivement, on avait une audience qui se faisait en 3 temps, avec tout d'abord cette mise en examen, ensuite cette procédure d'instruction et enfin l'audience de jugement. Et il est vrai que, voilà, je ne vais pas non plus déformer la réalité. On arrive souvent en audience de mise en examen avec un mineur qui n'a pas forcément pris le soin de prendre contact avec son conseil avant pour préparer son dossier. Et c'est vrai que dans la plupart du temps, on lui conseille de garder le silence au stade de la mise en examen pour avoir ultérieurement le temps de préparer sa défense. Là, il est vrai que cette réforme va apporter une réelle modification par rapport à ce qu'on peut faire, puisqu'il va falloir qu'on soit en état dès le stade de la première audience, puisqu'il va falloir effectivement plaider le dossier en ce qui concerne la culpabilité
ou non du mineur. Et donc, ça nécessite aussi, peut-être, que le mineur prenne conscience qu'effectivement, il se retrouve qu'il est dans le cadre d'une convocation judiciaire, qu'il doit effectivement faire de son côté des démarches visant à préparer sa défense avec son avocat. Alors, ça peut être aussi compliqué véritablement en pratique lorsqu'on est de permanence et qu'effectivement, dans le cadre de l'audience de culpabilité, on n'a pas encore eu connaissance de la procédure, ou on n'a pas rencontré le client. Donc voilà, donc se posera effectivement la question de l'opportunité d'une demande de renvoi, ou en tout cas de prendre le temps de rencontrer le client pour préparer sa défense. En tout état de cause aujourd'hui, il est évident que la deuxième étape qui existait déjà, qui est donc le temps d'instruction, il n'est pas forcément mis à profit. Je le dis parce qu'effectivement, moi en pratique, je ne le mets pas à profit dans la mesure où je demande très rarement, je formule très rarement des demandes d'actes. Il m'est arrivé de demander des confrontations, mais voilà, j'estime que la plupart du temps, les procédures ont été faites de manière complète par les enquêteurs, de sorte qu'il n'y a pas nécessairement besoin qu'on ait en tout cas des actes supplémentaires qui soient réalisés. Donc on avait finalement cette période d'instruction qui était un temps mort, où on avait quand même des mesures présententielles qui étaient ordonnées, qui permettaient quand même durant cette instruction d'apprendre à connaître davantage le mineur, puisqu'on avait effectivement des mesures de liberté surveillée préjudicielle qui pouvaient être ordonnées, également des mesures de réparation qui l'étaient également. Finalement, cette période d'instruction s'apparentait d'ores et déjà à la période de mise à l'épreuve éducative qui a été en réalité intégrée maintenant par ce nouveau code pénal des mineurs. Donc moi, je me réjouis plutôt de cette réforme, parce que j'estime qu'elle va effectivement mettre l'accent sur le mineur en tout cas sur le mineur, mais aussi la compréhension du passage à l'acte, et aussi le fait de faire sa rencontre et d'avoir d'informations sur sa personnalité. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, on était à l'époque sur des périodes de 18 mois, en tout cas des délais de 18 mois à peu près, pour que le mineur soit jugé. Lorsqu'il a été mis en examen, on lui disait faites attention, vous allez recevoir un jour une convocation, sans pouvoir lui donner de date précise en ce qui concerne la date à laquelle il serait effectivement jugé. On ne savait pas non plus s'il serait jugé en cabinet ou devant le tribunal pour enfants, et c'est effectivement quelque chose qui est totalement différent, parce que généralement, lorsqu'il est jugé devant le tribunal pour enfants, ça a tendance à impressionner un petit peu plus le mineur, alors que quand il est jugé en cabinet, c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une relation de proximité, dans une audience de proximité, où il se permet peut-être un peu plus de parler au juge des enfants que lorsqu'il se retrouve effectivement devant un juge des enfants et deux assesseurs, et le procureur de la République également. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de poser comme principe le fait que les audiences se passent en chambre du conseil devant le juge des enfants, c'est quelque chose qui va certainement rassurer les mineurs, mais qui pourra éventuellement par la suite être développé davantage. Moi, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est simplement qu'on était dans le cadre d'une situation qui ne pouvait pas davantage perdurer, qu'il était nécessaire effectivement de venir simplifier un petit peu tout ça, parce que c'était trop compliqué pour le mineur de comprendre et d'appréhender finalement cette procédure pénale. Aujourd'hui, le fait que lorsqu'il se retrouve devant le juge des enfants pour que soit tranchée la question de la culpabilité, si effectivement il est reconnu coupable, il sortira avec sa convocation, ce qui va lui permettre d'avoir une véritable visibilité sur son avenir pénal, si je puis dire, et surtout d'être fixé par rapport à ce qui va lui arriver. J'ai pu lire aussi que la victime serait, alors je pense qu'effectivement il faut parler un petit peu aussi de la victime serait dès la phase d'audience de culpabilité davantage associée à la procédure, ce qui veut dire qu'effectivement dans le cadre des mesures présententielles qui pourront être ordonnées par le juge des enfants, le mineur pourra éventuellement envisager une mesure, en tout cas le juge des enfants pourra éventuellement envisager une mesure de réparation à laquelle il associera le mineur, et je pense que
c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a effectivement des mineurs qui peuvent faire des courriers d'excuses, ou voilà, un travail en tout cas au STEMOI, mais le fait d'associer véritablement la victime au processus va permettre en tout cas aux mineurs, en tout cas j'ose espérer, de connaître une véritable évolution. En ce qui concerne la période donc, de mise à l'épreuve éducative qui va durer effectivement entre 6 à 9 mois, alors, de ce que j'ai compris, elle ne sera pas forcément systématique, puisque forcément, on a des mineurs qui ont un certain nombre de procédures qui sont en cours et pour lesquelles on a déjà suffisamment d'informations, notamment par le biais du recueil de renseignements socio-éducatifs, qui manifestement va être maintenant systématisé. Donc, on a déjà suffisamment d'informations, donc on estime qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être plus informés, en tout cas renseignés sur l'évolution de la situation du mineur, et c'est effectivement la raison pour laquelle, de ce que j'ai compris, il n'y aura pas forcément à chaque fois de procédure de mise à l'épreuve éducative. En ce qui concerne la sanction, alors effectivement, elle va arriver dans un délai au plus tard 6 à 9 mois, enfin en tout cas à l'issue de la période de 6 à 9 mois de la période éducative, de mise à l'épreuve éducative. Et je pense qu'effectivement, au vu maintenant du panel des peines qui sera effectivement proposé au juge des enfants, on sera sur quelque chose qui sera d'autant plus personnalisé et d'autant plus réaliste par rapport aux efforts et à l'évolution qu'a pu connaître le mineur durant toute cette période de 6 à 9 mois. Simplement, ce qui concerne les délais, puisque c'est véritablement en tout cas le point de réforme de ce nouveau code pénal des mineurs, il n'est assorti d'aucune sanction. Donc il est évident qu'aujourd'hui, le délai de 10 jours à 3 mois pour le convoquer, le délai de 6 à 9 mois ensuite pour qu'il puisse être jugé, ça va se faire aussi en fonction des moyens de la justice. En tout cas, en ce qui concerne le tribunal judiciaire de Blois, nous n'avons que 2 juges des enfants et nous allons voir en pratique comment ça va se passer, mais j'imagine que ça va créer des difficultés parce que c'est vrai qu'il va falloir que tous les greffes, le barreau, etc. S'accordent pour que les choses se fassent de manière accélérée et c'est quelque chose qui va nécessiter en tout cas un temps d'adaptation nécessaire pour que justement on puisse effectivement respecter ce délai. Voilà, donc simplement pour clôturer mon intervention, moi j'estime qu'aujourd'hui la réforme elle est plutôt dans l'intérêt du mineur dans la mesure où effectivement j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, on essaie quand même de privilégier l'éducatif sur le répressif, même si le fait qu'on commence d'emblée à évoquer la question de la culpabilité du mineur et pas forcément sa personnalité me pose difficulté parce qu'effectivement je pense que quand même on est en matière de mineur et comme avait indiqué Maître Lomédé, pour reprendre ces termes, même s'il est effectivement aujourd'hui absente, elle avait indiqué dans un article qu'elle avait écrit à l'Épicentre que le mineur, même délinquant, restait un mineur en danger. Donc il est nécessaire aujourd'hui qu'on mette davantage l'accent sur le côté éducatif que sur le côté répressif par rapport aux mineurs qui restent effectivement en difficulté et qui restent un enfant. Je vous remercie, Maître. Donc nous arrivons à notre avant-dernière question que je vais adresser à Madame Waden, directrice du STEMOI de Blois, donc le service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc de quelle manière la réforme modifiera le champ des mesures, des peines et de l'application des peines? Merci. Merci. Alors, pour répondre à cette question, je vais me permettre de rebondir sur ce qui a été évoqué précédemment autour de la nouvelle temporalité judiciaire, puisque celle-ci va nécessairement entraîner un séquençage de l'action éducative, avec des types de mesures prononçables et donc des interventions éducatives qui seront de différentes natures selon les stades de la procédure dans laquelle nous nous situerons. Donc je vais dans un premier temps repartir de cette nouvelle temporalité judiciaire pour vous présenter de manière globale les mesures et les peines qui seront applicables à chaque stade. Et puis ensuite, je viendrai vraiment sur les contenus et sur les implications de ces mesures et de ces peines. Alors, pour repartir de manière chronologique, en espérant ne pas faire trop de redites, en amont de l'audience de la culpabilité, c'est-à-dire au moment de l'enquête et de l'orientation de la procédure par le parquet, là, l'éducateur, il va d'ores et déjà jouer un premier rôle qui sera un rôle d'évaluation et d'aide à la décision judiciaire.
au travers de ce qu'on appelle le recueil de renseignements socio-éducatifs. C'est un outil qui existe déjà sous l'ordonnance de 45, que l'on retrouve dans le CJPM, et qui est en fait une sorte d'enquête rapide qui, comme son nom l'indique, va permettre de recueillir des éléments qui seront nécessaires à la compréhension de la situation du mineur. Ça peut être son environnement familial, sa scolarité, sa santé, voilà, tout ce qui va graviter en fait autour du mineur et faire ce qu'il est, à vrai dire. Donc ce RRSE, il va aussi contenir une proposition éducative de la part du service en fonction de l'évaluation justement qui sera faite de la situation du mineur, de ses besoins, de ses ressources et aussi surtout de ses capacités à se mobiliser et à comprendre la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc cette proposition éducative sera donc pour la première audience d'examen de culpabilité. Justement, donc, au moment de cette audience et en cas de déclaration de culpabilité, il y aura donc désormais l'ouverture de cette période de mise à l'épreuve éducative d'une durée de 6 à 9 mois. Et à ce stade, le juge pourra prononcer donc alternativement ou cumulativement une mesure d'investigation éducative, une MJE, donc ça existe aussi déjà, le code la reprend. Ou alors une mesure éducative judiciaire dite provisoire, puisqu'on est en amont du jugement sur la sanction, et ou une mesure de sûreté de type contrôle judiciaire ou assignation à résidence ou surveillance électronique. Là, le rôle de l'éducateur va être déjà d'amorcer la construction d'une relation éducative et donc de travailler sur l'adhésion du jeune et de sa famille au travail éducatif. Ça ne se fera pas forcément en 6 à 9 mois, on est bien d'accord, mais il faut avoir en tête que cette mise à l'épreuve éducative, ce n'est qu'une première étape dans le suivi éducatif du jeune. Il s'agira donc bien d'un travail d'amorce et de construction du parcours. Il s'agira également bien sûr d'accompagner le mineur et sa famille dans la compréhension de la décision de culpabilité et plus largement de compréhension de son parcours judiciaire, tout en préparant le mineur et sa famille à l'audience du prononcé de la sanction. Plusieurs observations à ce stade, alors que je vais écourter parce qu'en fait ça va reprendre les observations de mes collègues. Ce qui va être intéressant ici, ou tout du moins impactant pour les services de la PJJ, ça va être d'accompagner le jeune dans un contexte qui ne sera plus celui de la présomption d'innocence, dans lequel les éducateurs avaient plutôt l'habitude de travailler, du fait, effectivement, on en a parlé, des délais de jugement qui pouvaient être parfois assez longs, et donc de l'allongement de fait de cette période présententielle, qui parfois pouvait quand même bloquer certains accompagnements, notamment si le jeune niait avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, ce qui pouvait quand même être le cas. Donc désormais, avec cette déclaration de culpabilité, le travail autour des faits et plus largement le travail de responsabilisation du jeune, il va pouvoir prendre un autre sens. Donc selon moi, on a vraiment ici un changement de paradigme dans la manière d'aborder la mesure judiciaire avec le jeune et avec sa famille, puisque l'on va passer d'un contexte de présomption d'innocence à un contexte d'une culpabilité qui sera actée par la procédure. Donc ça va nécessairement influer l'approche éducative, même si bien sûr la recherche de l'adhésion et le travail de pédagogie resteront au cœur de notre intervention. L'autre intérêt de cette césure et puis de l'encadrement des délais, c'est bien, on l'a dit à plusieurs reprises, la possibilité de projection du mineur dans l'audience de sanction qui sera donc fixée dans le temps. Et donc la possibilité pour le jeune et sa famille d'avoir une échéance à laquelle se référer, ce qui va aussi pouvoir apporter un autre sens à l'accompagnement mis en place. Ça va permettre de mieux travailler aussi l'audience de la sanction, puisqu'on aura une date qui sera quand même plus ou moins fixée en amont. Et ça correspond également davantage à la temporalité psychique de l'adolescent, qui se caractérise de manière générale par un certain présentisme, c'est-à-dire un ancrage dans l'instant présent, ou en tout cas sur du court terme, et donc à l'inverse une difficulté à se projeter ou à appréhender des temporalités qui sont plus longues. Donc là, avec cet encadrement, on va aussi pouvoir travailler sur la responsabilisation du jeune et sur une approche concrète du système judiciaire et de sa place dans ce système. Voilà, je referme cette parenthèse. J'en arrive donc au dernier point, donc la seconde audience au cas de prononcé d'une mesure et ou d'une peine par le magistrat. Là s'engagera le suivi éducatif en post-sententiel. À ma lecture du code, ça va à peu près s'apparenter à ce qui se faisait déjà sous le régime de l'ordonnance de 45, voire se renforcer, puisqu'on va avoir de fait avec l'encadrement des délais du pré-sententiel, peut-être un réinvestissement du post-sententiel. L'idée sera bien sûr de poursuivre le travail éducatif qui aura été amorcé dans la mise à l'épreuve éducative, travail autour des actes posés, autour de la situation du mineur, autour de ses besoins. Parmi les décisions qui pourraient être prononcées à ce stade, donc soit le magistrat pourra prononcer une dispense de mesure s'il estime que le travail amorcé lors de la mise à l'épreuve éducative est suffisant. Donc là, dans ces cas-là, on parlera d'une déclaration de réussite éducative.
ou alors le juge pourra prononcer une mesure éducative et ou une peine, donc, que je vais maintenant vous décrire puisque c'est ça qui m'était demandé à la base. Alors, s'agissant des mesures et des peines prévues par le Code, il faut savoir tout d'abord que l'habilitation du gouvernement à réformer l'ordonnance de 45 ne lui permettait pas de réformer vraiment le droit pénal de fond. Donc en réalité, les changements majeurs au niveau des mesures et des peines vont plutôt porter sur une réorganisation du droit existant pour les mineurs. Donc on va plutôt parler d'une refonte, à vrai dire, des mesures éducatives et des peines plutôt qu'une réforme à proprement parler. Alors concernant les mesures éducatives, tout d'abord, le Code prévoit effectivement une sorte de fusion d'une grande partie des mesures éducatives qui existaient sous l'ordonnance de 45 au sein d'une même mesure éducative judiciaire, donc c'est la fameuse MEJ. Celle-ci, elle pourra accompagner le mineur à tout moment de son parcours judiciaire, en présententiel, donc dans ces cas-là, on parlera d'une mesure éducative judiciaire provisoire, puis au moment du jugement sur la sanction, en post-sententiel, une mesure éducative judiciaire classique, pour une durée de 5 ans maximum ou jusqu'aux 21 ans du mineur, du jeune. C'est une mesure qui, comme je le disais, regroupe en fait une grande majorité des mesures éducatives qui existaient sous le régime de l'ordonnance de 45. Effectivement, le Code en donne une définition assez large dans laquelle transparaissent à la fois la liberté surveillée, la mise sous protection judiciaire, certaines sanctions éducatives aussi, puisque effectivement la catégorie disparaît, mais on en retrouve quand même certains aspects dans cette MEJ, voire même, selon les cas, la réparation, l'activité de jour ou encore le placement. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la remise à parent, de l'admonestation et de l'avertissement solennel, ceux-ci ils seront regroupés dans ce qu'on va appeler un avertissement judiciaire qui sera, lui, prononçable uniquement au moment du jugement sur la sanction, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre puisqu'il y a finalement assez peu d'enjeux autour de ce dispositif, donc je préfère m'attarder sur la mesure éducative judiciaire. Donc cette mesure, elle va être confiée effectivement donc, aux services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, donc les STEMO de la PJJ. Ceux-ci vont jouer le rôle de socle de la prise en charge ou encore de fil rouge, puisque l'idée, c'est que les professionnels de milieu ouvert puissent assurer le suivi global de la mesure et vont venir coordonner au besoin les différents acteurs de la prise en charge qui vont pouvoir venir se greffer ponctuellement ou de manière plus longue dans cette prise en charge afin d'en assurer donc, la cohérence, la continuité et bien sûr l'individualisation. En termes de suivi, donc, cette mesure éducative judiciaire, elle s'apparente en fait à ce qui pouvait se mettre en place sous l'ordonnance de 45 dans le cadre, par exemple, d'une liberté surveillée ou d'une liberté surveillée préjudicielle, selon le moment dans lequel on se situe, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, dans cette mesure éducative judiciaire, on va retrouver une évaluation continue et pluridisciplinaire de la situation du mineur et de son évolution. Donc la situation du mineur, c'est quoi? C'est son parcours éducatif, son parcours judiciaire, sa situation familiale, ses conditions d'éducation, ses conditions d'hébergement, son environnement, ses réseaux de socialisation, ou encore sa santé ou son insertion. En parallèle de cette évaluation continue, il y aura bien sûr de mis en place dans cette mesure éducative judiciaire un accompagnement éducatif du mineur et de la famille, bien sûr, dans la compréhension de la décision judiciaire, soit la culpabilité si on est au moment du premier stade de la procédure, soit compréhension de la sanction. Plus largement, une compréhension de son parcours judiciaire et un travail surtout de responsabilisation face aux actes posés avec une prise en compte de la victime qui est accentuée effectivement dans le CJPM. Plus largement, dans cette MEJ sera engagé un travail de pédagogie autour de la place du jeune dans son environnement, dans les différents cercles en fait, de socialisation. Ça peut être sa famille, ça peut être son quartier, ça peut être la société de manière générale. Et ça se fera au travers d'entretiens, de visites à domicile ou encore d'actions et d'activités en lien avec la santé, la citoyenneté, l'insertion. Là encore, vraiment en fonction des besoins identifiés dans l'évaluation pluridisciplinaire. Donc à partir de ce travail concomitant d'évaluation et d'accompagnement, là, l'éducateur va élaborer des analyses et va élaborer des propositions éducatives qui serviront à éclairer le magistrat sur la situation du mineur, sur son évolution, sur sa capacité à se saisir ou non de ce qui est mis en place. Et donc, cela permettra de venir adapter et individualiser la réponse judiciaire au plus près de la situation du mineur. Justement, pour individualiser cette mesure éducative judiciaire, le juge il pourra également prononcer un ou plusieurs modules pour venir en fait compléter cette MEJ qui peut se suffire à elle-même. Mais voilà, ces modules pourront aussi venir cibler l'intervention éducative autour de besoins spécifiques du mineur, donc en termes de réparation, de placement, d'insertion ou de santé. Ces modules, ils auront vocation à permettre une adaptation de la mesure aux besoins identifiés du jeune tout au long de son parcours. Ça peut intervenir à tout moment. Un besoin ne se fait pas forcément sentir au début d'une prise en charge. Par contre, il peut effectivement apparaître au bout de quelques mois. Et dans ces cas-là, effectivement, il est possible de venir adapter cette mesure.
L'idée, c'est bien que la mesure vienne s'adapter aux jeunes et non que le jeune s'adapte à la mesure dans un objectif bien sûr de cohérence et donc de prévention de la récidive. Donc pour ces modules, pour le module santé, il pourra s'agir donc de l'orientation du jeune vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins. Là, c'est vraiment la santé au sens large, hein, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un travail autour des addictions, autour de la nutrition, au terme de l'hygiène de vie. Voilà, c'est vraiment la santé au sens large. Ce module placement prévoit aussi la possibilité ce module santé, pardon, prévoit aussi la possibilité d'un placement dans un établissement médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des services de psychiatrie. Pour le module insertion, celui-ci pourra consister donc en un accueil de jour. C'est ce que nous faisons par exemple sur le STEMOI dans l'unité éducative d'activité de jour. Donc là, on travaille sur la remobilisation, sur la resocialisation et puis sur la réinsertion progressive du jeune vers des dispositifs de droit commun. Le module insertion pourra également consister en un placement en internat scolaire ou dans une institution d'enseignement ou de formation professionnelle habilitée. Pour le module réparation, il pourra s'agir soit d'une activité d'aide ou de réparation, ce qui en fait se fait déjà sous l'ordonnance de 45, c'est les mesures de réparation que nous connaissons. Il pourra également s'agir d'une médiation entre le mineur et la victime si la victime donne son accord. Enfin, pour le module placement, il s'agira de confier le mineur soit à un tiers digne de confiance, donc ça peut être un membre de sa famille ou un membre de l'entourage proche du jeune, soit un placement donc, dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, donc du service public ou du secteur associatif habilité, à l'exclusion des CEF toutefois. Également peuvent être ajoutées à cette mèche des interdictions et ou des obligations, là aussi en fonction de la situation du mineur et des actes posés, et là aussi dans l'idée de toujours venir individualiser la mesure. Parmi les interdictions, on va retrouver l'interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre 22h et 6h, donc ça c'est le couvre-feu. L'interdiction de paraître dans certains lieux ou encore l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et ou les co-auteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit en fait d'interdictions qu'on peut retrouver dans un contrôle judiciaire, mais sans retrouver les conséquences du non-respect tel que dans un CJ, puisqu'on se situe bien dans une mesure éducative ici. On retrouve bien ici l'idée de permettre aux magistrats une certaine progressivité, une certaine gradation dans la réponse judiciaire face à l'acte posé et face au positionnement du jeune dans le cadre de cette mesure. L'ajout d'interdiction à une mèche pourra donc en fait constituer une sorte de palier dans la réponse judiciaire et dans la contrainte de cette réponse avant de recourir éventuellement à des mesures plus coercitives. Parmi les obligations, on retrouve celle de remettre un objet ayant servi à la commission de l'infraction ou encore l'obligation de suivre un stage de formation civique. Donc voilà, tous ces modules, toutes ces interdictions, toutes ces obligations, elles peuvent être ajoutées, supprimées, modifiées, comme je le disais, à tout moment par le magistrat sur proposition des services éducatifs, dans l'idée toujours de venir adapter la mesure aux jeunes, mais aussi d'adapter la mesure dans le temps en fonction de l'évolution du jeune et de ses besoins. Pour finir, je sais que au niveau des peines, le CJPM, là je vais aller assez vite, puisqu'en fait le CJPM il vient reprendre le bloc peine qui est issu de la loi de programmation de la justice de 2019, donc qui est entrée en vigueur en mars 2020. Donc en fait on va retrouver dans le CJPM toutes les peines issues du bloc peine, donc les peines de stage, la détention à domicile sous surveillance électronique, le sursis probatoire renforcé ou non, l'extension du nombre d'heures de tige possible. Finalement, là, le changement en termes de contenu de ces peines est relativement faible. Au final, le sursis probatoire, il rappelle quand même ce qu'on faisait dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Les peines de stage, elles se rapprochent des stages de citoyenneté. Donc voilà. Par contre, il y a quand même des changements opérés par le Code au niveau des peines. Notamment la possibilité de cumuler une peine avec une mesure éducative, et ce sans restriction de peine ou de mesure éducative, c'est-à-dire que le cumul sera toujours possible, quelle que soit la mesure ou la peine. On note également l'exigence de motivation spéciale pour la peine d'emprisonnement, quelle qu'elle soit, qu'elle soit prononcée avec ou sans sursis. Ça, c'était un principe qui était applicable en matière correctionnelle jusqu'alors, mais qui, avec le CJPM, sera également applicable à la Cour d'assises des mineurs. Et ce qui va surtout changer au niveau des peines qu'on a rapidement évoquées, ça va être la possibilité laissée au juge des enfants de prononcer certaines peines seules en chambre du conseil, donc le travail d'intérêt général, la peine de stage ou la confiscation d'objets. Ça, là encore, ça permet de donner des outils supplémentaires au juge des enfants sans avoir à nécessairement orienter une affaire qui ne le nécessiterait pas forcément devant un TPE. Donc l'objectif, c'est aussi de venir désengorger les TPE. Cette possibilité, elle est toutefois encadrée, et je finirai par cela. Le juge ne pourra pas, par exemple, fixer au moment du prononcé de la sanction le montant de l'amende ou la durée de l'emprisonnement qui seront mis en place en cas d'inexécution. De même, le juge ne pourra pas avoir recours au consentement différé pour les tiges. En fait, pour faire simple,
L'idée, c'est qu'une peine prononcée en chambre du Conseil ne pourra pas aboutir directement à un emprisonnement ferme. Voilà ce que je pouvais dire sur les mesures et sur les peines. Je vous remercie. Donc pour clôturer ces temps d'échange, on va faire un petit tour de table pour répondre en quelques mots à la question suivante. Donc selon vous, les dispositions de ce code sont-elles en continuité ou en rupture complète avec celles de l'ordonnance de 45 ? Et qu'attendez-vous chacun de sa mise en œuvre? Alors on peut peut-être commencer par Monsieur le Président. Alors c'est vrai que on assiste avec cette réforme à une refonte complète du droit des mineurs délinquants. Cela étant, cette refonte, elle me semble s'inscrire pleinement dans la continuité du droit que nous connaissons depuis 1945 avec l'ordonnance et qui pose des principes dont la valeur constitutionnelle a été reconnue en 2002, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et qui sont véritablement les marqueurs de cette justice spécifique. C'est d'abord l'atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l'âge, ça c'est quelque chose de tout à fait essentiel, qui se traduit en particulier par une réduction des peines encourues par rapport aux majeurs. C'est le principe tout aussi essentiel de la primauté de l'éducatif sur le répressif, et c'est aussi la spécialisation des juridictions avec le juge des enfants qui conserve une place absolument centrale dans le dispositif. Donc ça, ce sont ces principes-là qui sont respectés à travers ce code de la justice pénale des mineurs et qui me conduisent à considérer qu'on est effectivement dans la continuité. Alors, il y a des avancées et des modifications qui sont importantes sur lesquelles on est revenu. L'avenir dira comment les juridictions s'emparent de ces nouvelles procédures, étant rappelé, ça a été dit par Maître Axanet, que cette volonté d'accélérer la procédure avec des délais qui sont désormais contraints, ces délais ne sont pas prévus avec des sanctions, donc cette réforme ne s'accompagne d'aucun moyen supplémentaire, donc nous verrons effectivement dans le tribunal si nous sommes en mesure avec l'accroissement de cette activité, de la délinquance des mineurs, si nous sommes en mesure de respecter ces délais. C'est la volonté qui nous anime les uns et les autres, mais la pratique judiciaire sera peut-être différente malheureusement. Mais en tout cas, ces délais, ils existent. Nous ferons en sorte les uns et les autres de pouvoir les respecter afin, dans l'intérêt du mineur, parce que c'est de lui qu'on a en tête les uns et les autres, afin d'apporter au mineur une réponse rapide, adaptée, personnalisée à sa situation et à l'acte de délinquance qu'il a pu commettre. Donc voilà en quelques mots, me semble-t-il, mon point de vue sur les apports attendus de cette réforme. Alors moi, je partage les propos de Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre ce qu'il vient de dire, mais pour moi, les principes de l'ordonnance de 45, ils sont préservés. L'esprit de cette ordonnance également. Donc pour moi, il s'agit d'une véritable continuité plutôt que d'une rupture. Donc pour nous, la gendarmerie, normalement, il n'y aura pas de changement. Il y a eu beaucoup d'évolutions déjà ces dernières années par rapport aux auditions filmées, la présence d'avocats ou la présence des parents. Mais normalement, le nouveau code de justice des mineurs ne devrait pas influencer sur notre travail d'enquêteur. Je vais rejoindre les propos des premiers intervenants. Déjà, l'esprit, il reste le même, c'est le primat de l'éducatif sur le répressif. Un ancien juge des enfants, Jean Chazal, disait que quand un enfant vole un vélo, c'est pas au vélo qu'il faut s'intéresser, c'est à l'enfant. Le principe, il reste exactement le même. Le relèvement du mineur qui était au cœur de l'ordonnance de 45, il figure dans les tout premiers articles du Code. Après, les grands changements qui sont apportés par la réforme, ce sera aux juridictions de s'en saisir. C'est surtout des pratiques procédurales, des pratiques de chacun. Et voilà, mais l'esprit reste effectivement, je trouve, dans la continuité de l'ordonnance de 45. Oui.
Écoutez, je ne vais pas être très originale et je vais effectivement m'aligner sur ce qui a été dit. Hein. Pour moi, cette réforme, elle se pose globalement en continuité avec l'ordonnance de 45, notamment dans son affirmation et en tout cas sa réaffirmation des principes éducatifs qui sont portés depuis 1945. Pour la PJJ, en tout cas particulièrement, on retrouve nous aussi les principes qui depuis quelques années gouvernent notre action, qui sont les principes de continuité et donc de prévention des ruptures de parcours, qui sont les principes d'adaptabilité et d'individualisation toujours de la réponse éducative. Donc là-dessus, effectivement, on est en continuité. Après, je vais faire honneur à mes origines et vous faire une réponse de Normande. On est aussi un petit peu en rupture. On est en rupture, effectivement, avec la procédure pénale telle qu'on la connaissait, avec les mesures et les peines telles qu'on les connaissait. Donc ça va quand même nécessiter une réorganisation et en tout cas, ça va nécessiter de repenser nos actions pour qu'on puisse se recadrer et faire en sorte que cette réforme tienne ses promesses et tienne ses promesses surtout de conserver cette essence de l'ordonnance de 45 que je ne souhaite absolument pas voir disparaître dans ce code. Concernant la police nationale, tout comme la gendarmerie, sur le point de vue de l'enquête, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Peut-être sur la récidive, peut-être qu'il y aura moins de récidive de la délinquance mineure. En ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, la réforme, de toute façon, elle était attendue et elle était nécessaire. J'ose espérer aujourd'hui qu'effectivement, en théorie, elle puisse en tout cas prolonger les principes qui avaient été posés dans le cadre de l'ordonnance de 45. Après, il est vrai que pour mettre en pratique tous les nouveaux apports de cette réforme, il va falloir en tout cas avoir des moyens qui soient davantage importants, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, le travail des éducateurs va être plus important par en tout cas cette période de mise à l'épreuve éducative. Et si on n'a pas davantage d'éducateurs, on ne pourra pas tirer profit de cette période de césure où effectivement le mineur est censé être accompagné. Alors accélérer, c'est bien. Mais il faut aussi faire les choses de manière efficace parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le mineur qui est en jeu et qu'il y a quand même, en tout cas dans le cadre de certains dossiers, il est nécessaire de prendre le temps de pouvoir suivre un mineur. À titre d'exemple personnel, j'ai pu avoir des mineurs qui ont plus d'une quinzaine de dossiers devant le tribunal pour enfants, en tout cas devant le juge des enfants, et à ma grande surprise, même si effectivement les procédures ont été particulièrement longues, on est heureux quand on arrive à l'audience devant le tribunal pour enfants avec un rapport particulièrement positif, parce que le mineur, il a pu en tout cas se mobiliser durant toute la période de pseudo-instruction, même si effectivement il ne s'est rien passé, lui pour le coup il s'est effectivement mobilisé à titre personnel. Donc voilà, donc simplement il faudra peut-être davantage mettre l'accent sur le travail des éducateurs et envisager également peut-être d'associer les éducateurs aux avocats, parce qu'aujourd'hui le travail des éducateurs va être quelque chose de très important, en tout cas par rapport à la pratique qui est posée par ce nouveau code. Je vous remercie. Alors, je remercie de nouveau chacun des intervenants pour ce riche contenu et les échanges autour de cette table ronde. Donc, je remercie également le Conseil départemental de Loir-et-Cher qui nous a accueillis dans ces très beaux locaux et qui a permis la réalisation de l'enregistrement de cette table ronde. Pour plus d'informations sur le CDAD 41 et le point justice de Loir-et-Cher ainsi que toutes les structures d'accès au droit, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, donc cdad41.org, sur notre chaîne YouTube sur laquelle sera cette vidéo, où et où vous retrouverez également des anciennes vidéos réalisées à d'autres occasions, donc cdad41. Et donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou à liker afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre. Et je vous remercie encore chacun pour votre attention. À très bientôt.